Et de toute façon, le débat sémantique n'a pas lieu d'être. Qu'il s'agisse de dialogue, qu'on parle de concertation, qu'on parle de conférence, qu'on parle de forum. De toute façon, le président parle même beaucoup plus de forum dans son ordonnance que de concertation. Il a nommé concertation et en tout état de cause, c'est lui qui a qualité pour convoquer. Si l'opposition avait qualité de convoquer, je ne sais pas quel dialogue, pourquoi elle ne le fait pas? Et deuxièmement, vous lisez cet accord cadre. Il faut le lire. Il ne faut pas en parler sans le lire. J'invite mes frères de l'opposition, mes collègues, que je respecte beaucoup, à lire l'accord cadre. L'accord cadre dit d'abord qu'il reconnaît, il salue l'initiative du président de convoquer ces concertations et qu'il encourage ces concertations. L'accord cadre dit clairement que rien ne peut se faire en violation de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Donc dire qu'un étranger peut convoquer des rencontres de cette envergure, c'est porter atteinte à la souveraineté de la République démocratique du Congo. L'accord cadre, je voudrais mettre ma main au feu, qu'on me montre un seul passage de l'accord cadre où on parle de facilitation. Nulle part dans l'accord cadre. Quel est le rôle exactement de l'envoyé spécial de Ban Ki-moon dans la région de Grand Lac? Alors nous y sommes. L'accord cadre, la résolution 2098 demande à l'envoyé spécial du secrétaire général de promouvoir. D'abord, la résolution 2098 prend acte de la décision du président de la République démocratique du Congo de convoquer des concertations nationales. Et il demande à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies de promouvoir cette initiative. C'est-à-dire quoi? Encourager le président. Ils utilisent même le terme. Encourager le président à aller jusqu'au bout. Ce n'est pas faire la médiation, ce n'est pas se substituer au président pour organiser. La résolution invite le président de la République et son gouvernement à organiser cette concertation. Est-ce qu'ils ont lu cela? Et ils demandent au secrétaire général d'organiser, mais ils violent eux-mêmes la résolution 2098. Monsieur le ministre, avant d'arriver au volet légitimité, c'est parmi justement d'autres sujets évoqués en prévision de ces forums. L'envoyé spécial du secrétaire général dans la région de Grand Lac, Mary Robinson, a déclaré que justement ces forums n'est pas inclusif. Je ne sais pas où elle a déclaré cela, mais j'ai l'impression que nous sommes dans la même logique que nous avons vue chez les Rwandais. Il y a à Bruxelles une de vos collègues qui s'appelle Marie-France Cros, qui a un os à peler avec notre président, un peu comme l'autre Ghislaine Dupont qui est en France, qui ne rate aucune occasion pour casser du sucre sur le dos de Joseph Kabila, et qui n'a même pas été à cette rencontre entre Marie Robinson et le ministre des Affaires étrangères belge Didier Reynders. Je vous invite simplement à lire le communiqué qui a sanctionné la rencontre entre Mary Robinson et Didier Reynders. Je ne sais pas d'où on peut tirer dans ce communiqué-là que Mary Robinson aurait critiqué ni directement ni indirectement la démarche du président. Non, on a posé une question à cette dame de savoir quel est son point de vue sur les critiques de l'opposition qui dit que l'accord n'est pas inclusif. Et elle dit il est souhaitable que l'accord soit inclusif. Comment vous pouvez tirer de là que Mary Robinson dit que l'accord n'est pas inclusif? Elle souhaite que l'accord soit inclusif. Et qui lui donne le pouvoir de décider de ce qui est bon ou de ce qui n'est pas bon? Ce n'est pas son rôle, puisque l'accord cadre, puisque la résolution 2098 exige que la souveraineté de la RDC soit respectée, demande au président de la République d'organiser ces concertations. Donc ils ont tout faux. Ils n'ont pas lu l'accord, ils prennent leur désir pour des réalités. Je les invite à lire l'accord, ce n'est pas ce qui est dit. Je les invite à lire le communiqué qui a sanctionné le passage à Bruxelles de Mme Robinson. Elle n'a jamais critiqué la démarche de notre président. Alors, Lambert Mende, ça, je crois que c'est aussi un autre volet plus important. La classe politique, opposition et majorité, vous livrez ce spectacle au peuple congolais dans les médias, partout. Mais est-ce qu'il vous arrive de vous voir, de vous rencontrer, loin de l'objectif des caméras, pour parler de ces choses? Depuis que le président a annoncé ses concertations nationales au mois de décembre, il a pris le temps de rencontrer tout le monde. Vous en êtes témoin. Il a vu la majorité.
il a vu l'opposition, il a vu la société civile, il a même vu les médias. Les caméras ont filmé. Vos patrons sont allés le voir, il a discuté avec eux des concertations nationales. Alors nous sommes assez étonnés d'entendre des gens aujourd'hui s'exprimer comme si ces contacts n'ont jamais eu lieu. Depuis ces derniers mois, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, qui ont travaillé à la préparation de cette ordonnance que le président a signée, multiplient les contacts. Nous-mêmes, au niveau de la famille politique, de manière informelle, nous nous rencontrons avec nos collègues de l'opposition. J'espère que les points de vue vont se rapprocher. En tout cas, ils se rapprochent avec beaucoup d'entre eux. Mais que voulez-vous, il y a toujours des gens qui sont plus difficiles à convaincre que d'autres. On parle d'une médiation qui se fait justement loin de tapage médiatique entre le président Denis Sassou Nguesso et le président de l'UDPS pour le convaincre à rejoindre la table des pourparlers. Est-ce que vous êtes au courant de cette démarche? Je ne suis pas dans la confidence du président de la République du Congo, ni dans la confidence du président de l'UDPS, mais si une telle chose se fait dans ces conditions-là, c'est-à-dire dans la discrétion, ce n'est pas mauvais, puisque ça ne touche en rien les fondamentaux de la souveraineté de notre pays. Qu'un chef d'État ami, ressentant la nécessité de venir à la rescousse d'une initiative aussi importante prise par son collègue, je pense que de manière discrète, cela peut s'entendre, qu'on puisse se parler. Nous sommes dans un monde qui devient un grand village. Mais de là à croire qu'un groupe de l'opposition peut se substituer au président de la République, se substituer à la communauté internationale et désigner un chef d'État étranger pour venir assumer des responsabilités de tout à fait officielles dans un contexte comme celui-ci, je me dis, sincèrement, il y a mal donne. Puisque si nous avons eu des concertations du genre conférence nationale souveraine où il n'y a pas eu de médiation internationale, dialogue intercongolais où il y a eu médiation internationale, mais pourquoi? Parce que la communauté internationale en avait décidé ainsi. Or, que vous lisiez l'accord cadre d'Addis Abeba ou la résolution 2098 du Conseil de sécurité, nulle part il n'est question de médiation, nulle part il n'est question de facilitation. Les deux textes demandent au président d'organiser les choses. C'est lui l'organisateur. Et charge le secrétariat général des Nations Unies avec ses envoyés spéciaux de promouvoir cela, de faire précisément peut-être ce que le président du Congo-Brazzaville est en train de faire et que beaucoup d'autres amis, beaucoup d'ambassadeurs ici le font. Ils nous parlent, ils parlent aux amis de l'opposition. Ça ne s'appelle pas médiation, ça ne s'appelle pas facilitation, ce sont des concepts tout à fait officiels. Mais là, c'est des actions d'amitié. On essaye de faire comprendre aux gens, de discuter, de dire allez dans la bonne direction. On encourage. Mais plutôt légitimité des institutions en place. Parmi les thématiques, il est prévu la réforme institutionnelle. Eh bien, est-ce que vous allez aborder, vous serez un jour forcé de parler de ce sujet, légitimité, au cours des concertations nationales? Mais nous en parlons tous les jours, parce que l'opposition ne se gêne pas d'en parler. Lorsque nous lui répondons, mais nous en parlons, si elle viendra avec ce thème aux concertations nationales, les concertations étant libres, elle aura l'occasion de développer ses thèses et nous aurons l'occasion de leur faire prendre conscience du fait que c'est un débat qui est totalement dépassé. Ce débat a existé dans l'immédiate après-élection et puis nous sommes allés tous devant le juge électoral qui a tranché. Et dans un état de droit où les négociations ne sont pas là pour faire un coup d'État, où nous voulons renforcer les institutions, l'institution judiciaire au plus haut niveau s'étant prononcée, dites-moi qui a plus de pouvoir que le juge constitutionnel pour décider de la suite à donner au contentieux électoral. C'est ce que nous leur dirons, mais il n'est pas interdit qu'on en parle, puisque tous les jours nous parlons, nous sommes en démocratie. Un autre sujet qui fâche, la révision constitutionnelle. Excusez-moi, ouais. Puisque eux-mêmes reconnaissent la légitimité du président, en demandant au président même de convoquer le dialogue national et non les concertations nationales. Mais à quel titre il lui demande de convoquer le dialogue national? De M. Kabila, Congolais lambda? Pourquoi il ne demande pas aux Congolais lambda de convoquer? Pourquoi eux-mêmes ne convoquent pas? Pourquoi ils s'en remettent au président pour qu'il convoque ceux qu'ils considèrent comme devant être convoqués, c'est-à-dire le dialogue national? Parce qu'ils lui reconnaissent la qualité de chef de l'État. Pourquoi est-ce qu'il s'appuie sur l'accord cadre d'Addis Abeba? Qui donc a engagé la RDC dans l'accord cadre d'Addis Abeba?
vous verrez la signature de Joseph Kabila. À quel titre? Président de la République. Pourquoi il s'appuie sur ça, sans reconnaître à Kabila la qualité de président? Donc vous voyez qu'il y a des contradictions dans les comportements et les dires de nos frères de l'opposition. M. Mende vous reproche d'avoir déjà boutiqué la révision constitutionnelle pour déjà en parler au cours des concertations nationales. Et vous niez, vous continuez à nier. Est-ce qu'il y a des fumées sans feu? C'est un procès d'intention. Il faut attendre qu'on en parle pour prétendre qu'on veut en parler. Personne n'a le pouvoir de divination pour savoir si tel va aborder tel sujet ou pas. Eux, puisqu'ils parlent tout le temps de légitimité, nous pouvons savoir qu'ils vont en parler. Personne ne va les en empêcher. 2, aucune institution n'a aujourd'hui abordé ce problème-là. C'est donc véritablement le cas type d'un procès d'intention. Et 3, la plus haute autorité du pays après le président de la République, la plus haute autorité de notre famille politique après le président de la République, vous a dit avant-hier qu'il n'y avait nulle intention dans notre chef de révisiter cet article 220. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Sinon vouloir se montrer, parler, dramatiser les choses pour attirer l'attention sur eux. C'est un problème qui n'existe pas. Il y a un problème. Lequel? Au sein de la majorité présidentielle. Lequel? Il y a des progressistes, il y a des conservateurs. Il y en a qui croient qu'il faut donner à Joseph Kabila la chance de déterminer, concrétiser totalement sa vision pour le pays. Il y en a aussi qui pensent que on peut passer à l'alternance. C'est parmi les sujets qui fâchent. Si je comprends bien, nous sommes revenus à l'époque du macartisme, où il est interdit de penser. Donc ces gens-là, puisqu'ils pensent comme ça, même si la famille politique n'a pas adopté cette façon de penser, il faut quoi? Les brûler? Il faut les brûler? Ils peuvent penser, mais si la famille politique n'adopte pas, si la classe politique n'adopte pas, si l'ensemble des institutions n'est pas d'accord avec eux, est-ce qu'on va faire quoi? Les condamner? C'est interdit de penser. Ils peuvent penser, ils peuvent même mal penser, mais pourquoi est-ce qu'on leur interdirait de penser et dire qu'on est en démocratie? Ça n'a pas de sens, cette façon-là de voir les choses. Accuser des gens, oui, ils veulent ceci, cela, mais oui, ils peuvent vouloir, mais ils ne sont pas majoritaires. Ils ne représentent pas un courant de pensée dominant. Pourquoi vous les empêchez de penser? Il paraît qu'il faut même interdire aux universitaires de réfléchir sur certains thèmes. Mais nous rentrons en plein Moyen-Âge. Il faut qu'on fasse attention. Quelle sera la place de la diaspora en dernière minute? La diaspora est prévue, elle sera très bien représentée. Le schéma est très clair. C'est le Présidium qui va adresser les invitations aux personnes qui vont représenter nos compatriotes qui vivent dans les pays de grande concentration de colonies congolaises. Lambert Mende Ombalanga, je vous remercie de toutes ces réponses à nos préoccupations. C'est moi qui vous remercie. Nous vous remercions à vous aussi de nous avoir suivis. Une pause, le journal, le grand journal. La suite, c'est juste après.